Bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et d'outdoor. Mordu, mais aïe! Bonjour à tous, bienvenue sur Mordu, le podcast des passionnés de glisse et outdoor. Je suis Mathieu et je vous propose de retourner à Nazaré, rencontrer l'une des meilleures surfeuses de gros, Michèle Desbouillons. Michèle, franco-brésilienne née à Rio, a fait le choix difficile de laisser derrière elle ses amis et sa famille pour s'installer en France puis au Portugal à la conquête du record du monde. Nous parlons évidemment de surf et des sensations que procurent les vagues géantes de Nazaré. Elles ne sont que quelques-unes au monde à aller dans de telles conditions. Et Michèle nous partage son rêve de voir un jour de nombreuses femmes à l'eau avec elle. J'ai adoré ce moment avec Michèle, je suis super content de le partager avec vous. C'est parti pour ce nouvel épisode de Mordu, Michèle Desbouillons, des plages de Rio aux vagues de Nazaré. Salut Michèle, bienvenue sur Mordu. Salut, merci. Un grand merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous aussi pour m'inviter. Ah, c'est un grand plaisir. Moi, je t'ai découvert, Michèle, la première fois que j'ai entendu parler de toi, c'était une vidéo magnifique à Desert Point où tu surfais une gauche incroyable. C'était il y a 2 ans. Oui. Et on s'est dit, tiens, cette franco-brésilienne là, qui surfe des vagues de dingue. Ensuite, je t'ai revu à Nazaré surfer des vagues de dingue et je me suis vraiment dit, tiens, mais c'est qui cette Michèle Desbouillons? Ces vagues incroyables que tu surfes, le fait aussi que tu sois franco-brésilienne, on va parler un petit peu du Brésil, tout ça, ça m'a donné très très envie de te rencontrer. Moi, je suis née et grandi au Rio de Janeiro, au Brésil, mais j'ai toujours voyagé beaucoup. Et du coup, comme le Brésil c'est un peu compliqué, là, au début, j'ai eu envie d'aller en Californie, mais je suis arrêtée, j'ai dit, bon, je suis française, donc je vais partir en France, quoi. C'est plus pratique, et voilà, on va voir. Mais tu peux nous raconter ton enfance au Brésil? Tu habitais où? Dans quel quartier tu as grandi? À Rio, je suis grandi à Recreio, qui c'est une ville petite. Et c'est une ville un peu loin de le centre-ville. De Rio? Non, c'est à Rio, mais un peu loin de Rush. Et du coup, c'était où j'ai appris à surfer, tout ce qu'il faut, quoi. Tes parents surfaient? Oui, tout le monde dans ma famille surfe. Je suis la plus jeune. J'ai un frère et une sœur. Et mon père et ma mère aussi. Mon père, il est shaper de planche, de surf. Et ma mère, elle a toujours fait du surf. Et mes frères aussi. Du coup, je suis née dans cet univers, quoi. Alors, la première fois que tu es montée sur une planche de surf, t'avais quel âge, tu t'en souviens? Je pense que j'avais 7 ans. Mais les contacts avec la plage, les planches, c'était toujours, quoi. Il y a au Recreio, c'est ma vie, c'est vraiment cool parce qu'il y a trop de nature. Bon, aujourd'hui, il est blindé de monde comme tous les Rio. Mais quand j'étais enfant, il y avait presque personne, que des vagues, de la nature et tout. Du coup, j'étais vraiment liée à ça, à cette façon de vivre. Alors, fais-nous un petit peu rêver. Du coup, enfant, adolescente, t'allais à l'école et ensuite t'enchaînais direct sur le surf? Ouais, le surf c'était toujours. J'ai toujours eu sûr j'essaierais une surface professionnelle. Qui ma vie c'était autour de ça. Toute petite, tu savais que tu ferais du surf? Oui. Du coup, j'ai commencé les compètes, j'avais 13 ans. Et voilà, j'étais 3 fois champion carioca. D'accord. Champion de Rio de Janeiro. De la région de Rio, de l'état de Rio. Oui, l'état de Rio, voilà. Et des bonnes qualifications dans le championnat brésilien aussi. Après, je faisais un petit peu de QS, de mondial. Mais comme j'avais pas de sponsor pour ça, c'est hyper cher, j'ai commencé mes études de production audiovisuelle. Et du coup, après, j'ai commencé, c'était une vie entre le surf et la télé, et la mode aussi. C'était quand j'ai commencé à développer mon côté télé, parce que je suis présentatrice aussi de télé au Brésil. Et voilà, et ça a commencé. Aussi les voyages tout le temps. Et après, j'ai décidé, bon, c'est l'heure de sortir un peu du Brésil. Et voilà, je suis partie en France. Tu dis, ce choix de partir
du Brésil. Parce que nous, quand on est français, né en métropole française, c'est vrai que Rio, ça fait un peu rêver quand on est surfeur. Moi, j'y suis moi-même allé et on croise les gens au carrefour avec une planche de surf sous le bras, quoi. Enfin, c'est vraiment, le surf est intégré dans la vie. Oui. Donc c'est un choix fort pour toi de partir Oui. de Rio et d'arriver en France. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu plus de Ouais. ce choix? C'était dur, c'était pas facile et j'ai plein de copines qui ont dit que j'étais folle parce que j'étais vraiment, comment je peux dire, c'était vraiment un bon moment de ma carrière entre la télé et le surf. J'ai fini de tourner une saison pour mon programme de télé au Brésil. Et avant que ça serait à la télé, je disais non, je vais en France, je vais plus vivre ici. Et mes copines disaient Michel, t'es folle, tu vas être à la télé bientôt. Et c'était quoi comme programme télé? c'est un programme, c'est moi et d'autres copines aussi. On voyage pour surfer, c'est bien comme programme ça. Oui, pour parler de la couture, de découvrir de nouvelles vagues et tout. C'est trop cool. C'est pour une chaîne de sport extrême au Brésil. Et c'est bien, c'est vraiment bien. Mais après, honnêtement, j'ai pas besoin vraiment d'être au Brésil pour ça. J'ai dit, je vais partir en France. Et c'était hyper dur parce que quand je suis arrivée en France, je connaissais personne. Tu es arrivée où? Je suis arrivée à Anglet. Mon frère, il habitait à Anglet, juste à côté de Biarritz. Et moi, j'étais à Biarritz déjà avant et je disais toujours dans ma vie, un jour, je vais vivre à Biarritz. C'est une ville très charmante, j'adore. Voilà, et j'habitais 2 mois à Anglet et après, je suis partie à Hossegor parce que j'ai trouvé un appart vraiment cool. Du coup, je suis là-bas jusqu'à aujourd'hui, presque là-bas, parce que j'arrête pas en France en fait, depuis 2 ans. Et quand tu arrives à Anglet puis à Hossegor, c'est quoi le projet? Tu te dis, je continue à être surfeuse professionnelle ou il y avait d'autres choses derrière ça? Oui, j'ai eu envie toujours de rester entre le surf et la télé. Mais au côté télé, c'était hyper dur parce que ça se passe tout dans les grosses villes. Et Hossegor, c'est vraiment loin de tout. Et c'est bon, je peux pas vivre à Paris. J'adore la vie, quoi, mais il n'y a pas de plage, pas de ça. J'aimerais bien, mais... Il y a Paris-Plage l'été, mais il n'y a pas beaucoup de vagues. C'est dur. Et du coup, j'ai laissé un peu le monde de télé et tout. Mais après, le côté mannequin, c'était toujours parce que par rapport au surf, j'avais fait quelques travaux pour les marques de surf. Du coup, ça a commencé à développer. Après, des marques de mode aussi. Après, j'étais cover du magazine. Et une agence à Paris m'a contactée. Du coup, ça a commencé à développer. Au début, c'est dur. C'était hyper dur les premières années. Mais après qu'on a envie vraiment, les choses viennent, je trouve. Alors, ce qui est hyper rigolo, et ça va nous amener à Nazaré, c'est qu'effectivement, tu as ce côté surf Brésil, présentatrice télé, mannequin. Tu pourrais te satisfaire de prendre des photos tranquilles sur la plage. Et toi, non, tu fais du surf de gros à Nazaré, dans de l'eau qui est froide. C'est marrant. Explique-nous ce choix de venir à Nazaré. Les vagues en France sont hyper dures. Ça, c'était nouveau pour moi aussi. Ma première impression dans l'eau à Hossegor, c'était je ne sais pas surfer, quoi. Parce que les vagues sont hyper fortes. Là-bas, on a les canyons aussi, comme ici à Nazaré. Du coup, ça fait trop d'énergie. Et après, j'ai décidé, j'avais des copains qui disaient « Michel, tu surfes bien des grosses vagues, ça peut être un chemin pour toi, pourquoi pas ?» Et j'ai commencé à réfléchir. Et j'ai dit « Ouais, pourquoi pas ?» Et en fait... Ce que tu es en train de dire, Michel, c'est qu'en arrivant dans le sud-ouest, en France, le type de vague te correspondait pas forcément. Et ta réflexion, ça a été de te dire peut-être que surfer du gros, ça correspond plus à ton surf. Bon, c'était pas vraiment ça, mais j'ai pensé pourquoi pas. Quand on change des pays, des copains, il n'y a pas la famille et tout, on commence à réfléchir beaucoup. Il y avait un jour, je me souviens bien sûr, j'ai arrêté pour réfléchir pour ma carrière de surfeuse. Et j'ai dit, c'est bon, j'ai eu une bonne carrière dans les compétitions.
J'ai une bonne carrière entre le free surf, de télé, voyage, surf et free surf. Mais ça, c'est pas assez pour moi. Ça me manquait quelque chose. J'étais pas remplie dedans. Et j'ai dit, c'est bon, qu'est-ce que je fais que les gens, par exemple, quand les gens écoutent mon nom, Michel Desbouillons, je veux qu'il ressemble à une bonne surface. Et ça me manquait quelque chose. Du coup, j'ai pensé, bon, je vais essayer les grosses vagues. C'est ça qui me manque. Et voilà, et j'ai dit, bon, je vais commencer, je vais essayer. Alors, comment on commence le surf de grosses vagues? Il faut aller, il faut partir. Alors, ta première session, qu'est-ce que tu as identifié comme lieu pour commencer? Moi, j'étais toujours dans, pas des géantes vagues, on va dire comme ça, mais même au Brésil, il y avait des grosses swells qui arrivaient, ils étaient toujours dans l'eau. Du coup, ça me donnait pas trop peur au début. Et aussi, devant chez moi, j'ai la vague de la Gravière. C'est pas une grosse vague, mais c'est une vague hyper dure de tubes. Et j'ai commencé là-bas en train de comment on dit, c'était hyper dur, mais il faut essayer. Mais ça, la Gravière, c'est pas du towing, hein. C'est un short break. C'est un short break à la rame, mais c'est dur. Ah oui, ouais. Oui, c'est dur, ouais. Et après aussi, j'ai la Nord, qui c'est juste une vague au fond de la Gravière, qui on surfe avec des gants. Des guns? Ouais, des guns, merci. Et j'avais une gaine et aussi, il faut y aller. Je sais que je vais passer pour une situation pas vraiment confortable, mais que je vais être pas à l'aise, mais c'est comme ça. Et après, j'ai eu une opportunité de venir à Nazaré pour voir tout les logistiques. Parce qu'ici, c'est pas du tout simple d'être dans l'eau. C'était une swell géante. C'était l'année que le Francisco Portela, les surfeurs italiens, il a gagné les prix de la plus grosse vague de la saison d'hiver. C'était il y a combien de temps ça? Ça fait 4 ans. C'était une tempête de vent, c'était horrible. Et c'était, quoi, je vais jamais surfer cette vague, quoi. Et tout le monde ici, ils s'en foutent, quoi. Mais l'année prochaine, L'année suivante? L'année suivante, pardon. Et l'année suivante, j'ai eu l'opportunité de venir et rester ici pendant 1 mois. Et j'ai dit, c'est bon, je vais faire ma planche de towing. Parce que je ne vais pas se passer 1 mois en train de regarder les vagues sous les cliffs. Et ça commençait. C'était ma première fois que j'ai surfé Nazaré, ça fait 3 ans. J'étais dans l'eau, je pense, 5 fois. Une fois, j'essayais à la rame, impossible, à l'époque. J'ai commencé le towing. Le towing, hein, juste pour repréciser pour ceux qui ne savent pas, donc c'est du surf tracté avec quelqu'un qui te tire en jet ski et toi tu es sur une planche plutôt petite avec des footstraps. Voilà. Et le jet ski te lance sur la vague. Sur la vague, voilà. Et les planches, il faut qu'elles soient lourdes parce qu'elle est petite, la vague est géante. Du coup, c'est une planche lourde pour qu'on ne tombe pas. Et donc la première fois que tu te dis je vais surfer Nazaré, tu prépares ta planche et qui t'emmène sur le jet ski? C'était Marcos, il est pompier. Il est le second rescue de João de Macedo. D'accord. Qui c'est en portugais. Il est local ici, à Nazaré. Il y avait aussi les garçons qui travaillaient pour João. Du coup, il y avait une place dans le jet ski. Ils ont dit tu veux venir? Ils ont dit ouais, c'est vrai. Et voilà, c'était ma première fois. Et alors la première vague que tu as prise, tu t'en souviens? Oui. C'était hyper dur parce que j'avais pas l'habitude de faire le towing. Et c'est pas facile quand on voit que c'est juste prendre de la corde et aller sur les vagues, non. Il y a plein de choses qu'il faut savoir. Et la vague, elle bouge beaucoup ici. On dit qu'il y a des bumps, beaucoup de bumps, qu'il n'y a pas sur des autres vagues dans le monde. Il n'y a qu'ici, je trouve. Du coup, c'était tout nouveau pour moi. Mais c'était spécial, bien sûr. Donc la première vague, tu as été surprise, les bumps, la vitesse. La première chute, qu'est-ce qui se passe la première fois qu'on chute sur Nazaré? Pour moi, c'est le bruit de la vague qui me guide.
Donc tu écoutes, tu entends le pic ou l'épaule de la vague qui se rapproche plus ou moins et c'est ça qui te permet de Voilà. sortir, de surfer un peu plus l'épaule ou au contraire de Voilà. rentrer un peu plus dans la vague. Ouais. Et ma première vague, c'était vraiment ça parce que j'enviais pas de regarder derrière moi. Je disais, oh, je vais juste faire les vagues et c'est bon, et c'est tout. Mais le bruit, il est énorme. On peut écouter ici dans les plages, sous la plage, j'imagine, en train de glisser les c'est assez vagues. rigolo pour ceux qui nous écoutent. Pour enregistrer ce podcast, on est dans la maison de Michel et j'avais dit à Michel, il faudrait un endroit où il n'y ait pas trop de bruit. Et Michel m'a dit, ah tu sais, ma maison, il y a le bruit des vagues. Et là, je m'étais dit, bon, le bruit des vagues, ça ira. Et ce qui est incroyable quand on arrive à Nazaré, c'est que le bruit des vagues, il est partout en fait. Je pense que Oui. tout le monde entend les vagues dans sa maison. Ouais. On a parfois l'image que Nazaré, c'est un petit village. C'est comme une ville assez grande, il y a 15 000 habitants, il y a Ouais. une vraie ville moderne. Mais tout le monde entend les vagues. C'est vraiment un truc de dingue. Oui, oui. Et ici, chez nous, des fois, c'est vraiment compliqué de bien dormir parce qu'on est devant la vague de Nazaré. Du coup, les bruits viennent direct. Et comme on est dans un bon côté, mais on est toujours stressé avant que les grosses vagues arrivent. En plus, ici, on entend les bruits et on peut même voir... ce soir, c'était la lune pleine. La pleine lune. La pleine lune, c'était vraiment clair et on pouvait voir les vagues. Je me suis réveillée pour aller aux toilettes et je m'arrêtais et je disais waouh, les vagues sont énormes, c'est trop cool. Ah, vous vivez vraiment avec les vagues. Ouais, Nazaré, c'est vraiment une vie très, très, très marine. C'est-à-dire que très marine. il y a soit des surfeurs, soit des pêcheurs. Des en fait, ici, pêcheurs, hein. ouais. Ouais. À l'origine, c'était une ville de pêcheurs. Et du coup, la nourriture ici, elle est top aussi. J'adore. Alors, je me posais la question, quand on est brésilien comme toi, quand on arrive à Nazaré au Portugal, tu te sens à la maison ici? Je me sens à la maison ici, complètement. Tellement, ouais. J'adore ici pour ça aussi. Je sens que tous les mamies de la ville, elle est en train de nous recevoir, quoi. Après, le surf, il bouge beaucoup aussi, la ville de Nazaré. Tous les surfeurs, ils sont vraiment bienvenus ici et ça nous plaît beaucoup. C'est assez marrant quand on se promène dans Nazaré, qu'on parle avec les gens, ils sont hyper contents du développement lié au surf. La vague de Nazaré, ça fait à peine 10 ans qu'on en parle. Oui. Et on sent qu'il y a un développement, un intérêt qui s'est développé de manière incroyable. Quand on vient ici, on voit le nombre de touristes qui Oui. viennent voir la vague, c'est incroyable. C'est Et des on millions. sent que les locaux, ils sont hyper contents de ça. Ouais. Après, c'est vraiment un spectacle, je peux dire comme ça. Ah ouais, c'est un show incroyable. Ouais. Ils ont fait ça, et c'est juste devant les yeux de tout le monde qui est ici, quoi. Ça bouge beaucoup la vie, ça fait grandir la vie aussi. Je pense que tout le monde est content. C'est vraiment un endroit qui vaut le coup, quoi. Ça vaut vraiment le coup de venir ici et de venir voir. Alors, faut peut-être pas le dire trop, parce qu'on va être beaucoup trop à venir ici. C'est incroyable. Ouais. Au moins une fois dans la vie, il faut venir voir les vagues. Comment tu t'es adapté à cette vie à Nazaré aujourd'hui là? Tu es presque une locale. Ah non, pas du tout une locale, mais il y a beaucoup de respect entre les locales. J'adore les locales ici aussi. Ils sont toujours gentils avec nous. Il faut que tout le monde soit pour tout le monde. Parce que c'est dangereux, ça peut arriver des choses terribles. Du coup, dans l'eau, tout le monde regarde un peu pour tout le monde. Et ça fait l'esprit famille aussi. Après, il y a les compétitions et tout, mais au moment que ça passe quelque chose qui ça va pas, tout le monde s'arrête. Il y a beaucoup de solidarité entre les surfeurs sur l'eau. Oui, dans l'eau, il y a beaucoup. Il faut, parce que si ça passe quelque chose qui ça va pas, ça peut être vraiment sérieux. Et c'est pas ça qu'on vit ici. Dans l'eau, il y a l'esprit famille, oui. Après, il y a beaucoup de compétitions parce que tout le monde veut la plus grosse vague, veut être le champion du monde, le Guinness Book et tout. Mais si ça passe quelque chose que ça va pas, tout le monde est là pour tout le monde. Ça, c'est bien. De l'extérieur, j'ai l'impression que vous arrivez à prendre
des dizaines de vagues par session. T'as pris combien de vagues toi aujourd'hui par exemple? T'as surfé 1 heure, 2 heures? Aujourd'hui, on était 3 heures dans l'eau. J'ai pris pas beaucoup, j'ai pris 5 vagues. Mais j'étais avec mes équipes, du coup, il y avait plus Lucas Chumbo et Ian Cosenza qui... Donc vous tourniez sur le bateau, Oui, sur le jet ski. sur le jet ski, ouais. Et comme demain les vagues vont être vraiment grandes, je voulais pas rester longtemps dans l'eau aujourd'hui, c'était juste pour me chauffer un peu et être prête pour demain, pour les grosses vagues. Mais normalement, ça dépend. Si les vagues sont vraiment grosses, je prends entre 5-6 vagues, c'est déjà bien. Parce que ça nous tire trop d'énergie, la corde c'est dur de rester, il y a trop de bumps qu'il faut gérer aussi. Du coup, 6 vagues c'est vraiment bien, mais après si c'est plus petit, j'essaie de prendre entre 10 et 15 vagues pour bien m'entraîner. Oui, parce que c'est ça, quand vous êtes tiré par le jet ski, c'est à chaque fois des sensations de traction super fortes, j'imagine, au niveau des bras. La planche, elle est plutôt lourde, comme tu le disais tout à l'heure. Elle n'est pas forcément faite pour être traînée derrière un jet ski. Il y a beaucoup de mer, donc ça doit être hyper éprouvant pour les bras, le surf tracté. Ouais. Au début, par exemple, si je te ramène des mains pour faire une session, tu vas rester 1 semaine sans pouvoir se bouger. C'est vraiment chaud, c'est chaud. Mais aujourd'hui, je suis adaptée, ça va. Même j'ai sens des douleurs encore, de courbatures, mais ça va, je suis adaptée. Mais au début, c'est dur, c'est hyper dur. Mais rassure-nous, c'est quand même moins fatigant qu'à la rame, le surf tracté. Ça dépend de ton niveau De rame. De rame. de ton corps. Ouais. Si tu fais beaucoup de sport, si tu es bien fort, tu vas sentir carrément moins que qui ont des boutons qui ne sortent jamais. Mais toi, est-ce que pour toi c'est plus fatigant une session à la rame ou une session en jet ski? Ça dépend. Ouais. Vraiment, ça dépend. Ouais. Non, mais le surf tracté, ça peut être plus fatigant qu'une petite session à la rame. Ouais. Ça peut être. Parce que je pense qu'il y a plein de gens qui se disent peut-être plus intermédiaires en surf ou voire débutants, qui se disent le surf tracté c'est pas mal, j'ai pas besoin de ramer, j'ai pas besoin de faire de duck dive. J'ai pas besoin de me mettre debout sur la planche, ça a l'air hyper facile le surf tracté. Mais il faut bien travailler les bras aussi, les coups. Je vous conseille avant de commencer parce que ça peut faire mal aussi. C'est quoi ton quotidien ici quand t'es pas en train de surfer? Qu'est-ce que tu fais? J'essaie de me reposer un peu parce que dans l'eau c'est beaucoup d'adrénaline, on sent les froid, on s'en perd. Sinon on va à l'entrepôt pour organiser le jet ski, les planches, tous les équipements. Ouais, donc l'entrepôt dont tu parles, c'est ton headquarter. Oui. Tu m'as dit on se rejoint au headquarter. D'accord. Donc c'est l'endroit où tu as les jet skis, toutes les bornes, où tu reçois un peu la presse. Et donc il est dans le port de Nazaré et c'est là que dès que tu as besoin de faire ta sortie, vous récupérez le jet ski et c'est le point de départ de ta journée de surf. Voilà, c'est ça. Ou soit je suis à la maison en train de me reposer, soit je suis au headquarter pour me préparer pour les jours de lendemain, ou sinon pour m'entraîner aussi. Oui, j'allais te dire, sur ton Instagram, on a l'impression que tu fais de la gym tous les jours. C'est un mensonge? Non, j'ai fait un peu. J'ai fait de la vélo beaucoup. J'essaie de faire 30 minutes tous les jours. Et voilà, on a un petit gym là-bas, donc on profite bien pour s'entraîner. Ici à Nazaré aussi, il y a la piscine municipale. Elle est vraiment cool. J'adore aussi m'entraîner dans la piscine. Et sinon, on est en train de manger vraiment dans un bon resto parce qu'ici à Nazaré, il y a beaucoup. On adore faire ça aussi. Donc tu fais de l'apnée, j'imagine? Ouais. Tu tiens combien de temps sous l'eau, toi, à peu près? Pas beaucoup, 2 minutes 32, c'était mon maximum. C'est pas mal, hein? Ouais, c'est pas mal. Je prends une boîte, quand on tombe sur la vague, on passe jamais plus que 40 secondes sous l'eau. Ouais, alors 40 secondes sous l'eau, en vrai, c'est long hein, quand même. Bon, si on est arrêté, c'est pas beaucoup. Mais si on est dans une vague à Nazaré, on commence à prier.
Et voilà. Ta plus grosse galère, ton plus gros accident, c'est à Nazaré que tu l'as eu ou c'est ailleurs dans le monde? Non, j'ai jamais eu en fait un gros accident en train de surfer. Juste une fois, j'étais au Pérou, c'était un surfeur débutant, il m'a traversé. J'étais en train de rentrer pour prendre une autre vague. Il était en train d'essayer de prendre une vague. Et il m'a percuté. Et je suis rompu 2 ligaments de ma cheville. D'accord. Du coup, c'était ça. C'était le maximum qui est déjà arrivé avec moi. Une fois, j'ai pris une série entière. C'était 4 vagues sur ma tête. Mais c'était un jour pas vraiment hyper gros. Mais j'avais peur, bien sûr. Et la dernière vague, j'ai pris vraiment de temps pour monter et avoir de l'air. Mais à la fin, tout s'est passé bien. Et c'était le maximum jusqu'à aujourd'hui. Heureusement. J'aimerais bien qu'on parle un peu de la famille brésilienne ou en tout cas de la culture surf au Brésil. En ce moment, il y a un truc absolument incroyable, c'est le nombre de surfeurs brésiliens qui sont les meilleurs mondiaux. C'est-à-dire que si on prend le top 20 Oui. au monde, il n'y a que des Brésiliens. Oui. Comment tu expliques cela? Brésil, c'est un pays chaud. Tout le monde là-bas est vraiment chaleureux. Après, c'est un pays qui a 2 réalités, qui sont vraiment pauvres et qui sont vraiment riches. Et du coup, la majorité, ils sont pauvres et ça donne envie d'être les champions, d'avoir les choses. Après aussi, au Brésil, je pense que c'est le 2e sport qui... C'est un peu comme devenir footballeur professionnel, de devenir surfeur professionnel au Voilà, Brésil? c'est ça entre les surfeurs. Parce que pour les pays, en fait, on n'a pas d'aide. Le gouvernement ne donne pas de support pour les sports. Aujourd'hui, un petit peu, mais quand même si on est les champions du monde dans tout, dans le surf, il n'y a pas vraiment de support. Du coup, par exemple, en Australie, c'est tout le surf, c'est que le surf. Les gens plus célèbres sont les surfeurs. Du coup, c'est vraiment différent, c'est plus facile. Et je pense que c'est ça. Au Brésil, on n'a pas cette aide. Et du coup, il faut que tu trouves pour toi-même. Et ça donne plus envie, ça donne plus de force, tu restes plus focus. C'est l'envie que nous, les Brésiliens, on a. L'envie d'arriver, de réussir. À propos du Brésil, tu disais tout à l'heure un truc qui est hyper intéressant. Tu disais, je suis arrivé dans le sud-ouest de la France et j'ai trouvé que c'était super dur. Et moi, c'est vrai que c'est un truc que je dis et que j'explique aux gens qui débutent le surf. C'est vrai que le surf dans le sud-ouest de la France, c'est un peu commencé par la piste noire tout de suite. Il y a des endroits absolument incroyables à surfer, notamment au Brésil, qui sont incroyables pour apprendre le surf. Oui. Est-ce que tu aurais des spots à nous conseiller pour apprendre le surf ou se perfectionner en surf au Brésil? Je trouve qu'entre les sud-ouest, qui est à Rio, São Paulo, et le nord-est du Brésil, c'est plus facile. En plus, le nord-est, parce que les vagues sont moins fortes. Après, vous pouvez trouver des écoles de surf sur tout le Brésil. Mais au sud du Brésil, c'est hyper beau aussi, mais les vagues sont un peu plus fortes et il fait froid. Du coup, si on est au Brésil, on préfère rester dans le chaud. Du coup, ça commence entre São Paulo jusqu'au nord-est et toute cette côte. Toute cette côte, ouais. Toute cette côte-là, il y a vraiment des bonnes vagues. Alors, est-ce qu'il y a un endroit qui te vient en tête si demain on partait surfer au Brésil et je te disais, bon, je suis pas très à l'aise dans les grosses vagues, je voudrais aller sur un truc facile, sympa, où est-ce que tu m'emmènes? Il y a Barra da Tijuca, à Rio de Janeiro. Il y a aussi, en fait, ça, c'est un voyage de rêve. C'est une île qui est au Brésil, Fernando de Noronha. Et donc ça, je crois que c'est une île qui est au nord de Natal, si je ne me trompe pas. oui, c'est magnifique. C'est un des endroits que je préfère. Sur la île, les vagues, le coucher de soleil, les gens, les locaux, c'est énorme. Je savais que c'était une île absolument magnifique. Je crois que d'ailleurs, c'est une île où on a besoin d'un visa pour aller. On ne peut pas y aller autant de temps qu'on veut. On est obligé de payer un visa journalier, je crois, pour y aller. En tout cas, quand on est étranger. Oui, c'est pas un visa, mais il faut payer. C'est une taxe, mais c'est par rapport à l'environnement.
Et c'est pour ça qu'on paye. Et du coup, si on reste à chaque jour, ça reste plus cher. Parce que c'est une île petite, mais c'est le paradis. Ce que je ne savais pas sur cette île, Fernando de Noronha, c'est qu'il y avait des belles vagues. J'en ai pas souvent entendu parler. Ouais, il y a vraiment de belles vagues. Il y a après aussi tous les niveaux de vagues. Il y a une plage hyper cool pour les débutants. Et il y a aussi Cacimba do Padre, qui c'est la vague plus connue là-bas, qui a des tubes incroyables, qui a des grosses vagues aussi. Et c'est le paradis, quoi. C'est des beach breaks ou c'est des bancs de sable qui forment les vagues ou c'est des riffs C'est des beach breaks. Des beach breaks. Mais ça ressemble un peu, je peux dire, pipeline. Pipeline à Hawaï. Oui. Ah, donc ça peut être vraiment spectaculaire. Oui. L'eau bleue, le clair, hyper chaud, c'est top. Et c'est quand la bonne période pour y aller? C'est entre janvier, février, mars. Ah, donc quand il fait froid en France, Voilà, c'est vraiment le bon plan pour y aller. Partir. Et tu peux faire les nord-est, Natal, Pernambouc, Bahia. Bahia, c'est trop cool aussi, il faut aller. Les vagues sont hyper bien pour quand les tu dis débutants. Bahia, c'est Salvador de Bahia? Bahia, ouais. Salvador, c'est la capitale. Mais Bahia, elle est vraiment grande, comme tout le Brésil. Mais il y a plein de spots hyper cool. Toi, tu voyages beaucoup. Et en dehors du Brésil, est-ce qu'il y a un spot de rêve dont tu pourrais nous parler? Oui, Mentawai, Indonésie. Les îles Mentawai. Les îles Mentawai, c'est vraiment cool, vraiment cool. Moi, je préfère aller en bateau, mais il y a l'option aussi de rester dans les resorts, des surf camps et tout. Et c'est incroyable, c'est le paradis. Des fois, j'étais pas en train de surfer, j'étais juste en train de contempler les paysages et la nature. C'est magnifique. Les îles Mentawai, c'est des îles qui sont à l'ouest de l'archipel indonésien. Oui. Donc des magnifiques îles, très peu de monde, voire presque rien sur ces îles-là. Ce qu'on entend dire en revanche, c'est que c'est des conditions de surf qui sont pas pour tout le monde. Des reef breaks, on peut se faire mal au Mentawai. On peut se faire mal au Mentawai, oui. Mais par contre, je pense que oui, c'est pour tous les niveaux de surf, parce qu'il y a plein d'options de vagues. Et par exemple, mon copain, il est en bateau, il travaille là-bas. Et du coup, le bateau, il cherche les vagues. Et ça dépend de qui est dans les bateaux. On cherche la vague pour chacun. Il y a des vagues même qui sont vraiment longues. Et au début, elles sont plus grandes. Il y a des tubes, sont plus durs. Mais à la fin de cette vague, c'est vraiment cool. Elles sont plus petites. Sinon, il n'y a que la mousse. Donc, ça peuple vraiment beaucoup de monde. C'est quoi la meilleure saison pour aller au Mentawai? C'est septembre, octobre, novembre. Parce qu'il y a moins de vent. Alors, c'est pas de chance parce que ça, les Mentawai et le Brésil, c'est ta saison toi d'hiver à Nazaré. Qu'est-ce que tu fais l'été en Europe? Où est-ce que tu vas surfer? À Osegor, il y a plein de beach breaks. C'est vraiment un rêve aussi parce que j'ai jamais vu ça dans l'autre spot, quoi. À Osegor, c'est magnifique. Les beach breaks sont vraiment parfaits. Ça a l'air des piscines de vagues. Et il y a Biarritz aussi, j'adore. Mais à Biarritz, il faut faire attention parce qu'il y a trop de monde. Il y a Osegor, aussi l'été, il y a trop de monde. Mais comme il y a beaucoup de spots, de beach breaks, tu roules un peu avec ta voiture et tu peux trouver vraiment un spot qui n'a pas trop de monde et tu peux prendre plein de vagues et bien s'amuser. On a parlé un peu de ton quotidien, de ton souhait de devenir une surfeuse de grosses vagues. Ça va être quoi ton objectif final? Bon, c'est d'être le champion mondial. Oui. C'est clair, oui. Donc championne du monde de grosses vagues. Championne du monde des grosses vagues. Maintenant, c'est vraiment plus la performance, la meilleure performance dans les grosses vagues. Mais si ça arrive, la plus grosse vague, voilà, je suis là pour ça aussi. Oui, parce qu'il y a deux titres. Il y a soit tu surfes la plus grosse vague, soit tu fais le plus beau ride dans une grosse vague. Voilà. Il y a aussi le prix de la plus grosse vague à la rame. Ça, j'ai pas promis, mais j'aimerais bien aussi. Je m'entraîne pour ça aussi.
Mais cette année, mon focus, c'est d'être la championne de la meilleure performance dans les grosses vagues. Toi, tu fais beaucoup de surf. Est-ce qu'il y a d'autres de sports de glisse ou outdoor que tu pratiques ou que tu aimerais pratiquer? Bon, moi, une fois, j'ai essayé le snowboard. C'était hyper dur. Mais après, j'ai pris les trucs, comment le faire, mais au début, c'était hyper dur. Mais là, j'ai envie d'aller encore, enfin. En fait, j'ai envie d'aller maintenant toutes les années. On vient à Nazaré, on surfe, mais s'il y a une semaine qu'il n'y a pas de vagues, allez, on va faire du snowboard et essayer encore une fois. Mais sinon, il y a le tennis. Ouais. Ouais, j'adore aussi. Je suis vraiment, comment je peux dire, débutant, quoi. Mais j'adore. Et j'adore aussi sortir pour faire la course. Ouais, pour faire du running? Du running, yeah, oui. C'est un moment que je reste avec moi. Je me sens hyper bien. Tu nous disais que tu as commencé le surf de gros parce qu'il te manquait quelque chose. Oui. Est-ce que ce quelque chose qui te manquait, tu l'as trouvé aujourd'hui? Oui, déjà, j'ai déjà pris des vagues que j'ai jamais pensé dans ma vie que je pouvais prendre. C'est cette adrénaline, je sais pas, je sens sur mes bras et mes jambes. C'est ça qui bouge mon corps maintenant dans ma vie. C'est énorme pour moi. Je peux pas vivre et essayer d'autres choses. Mais maintenant, ça me manque les titres. Le titre? Oui, de champion mondial. Mais ok, ça va. Ça me manquait avant, j'ai déjà réussi à faire. Et je veux montrer pour mes filles après que, regarde, qu'est-ce que ta maman, elle avait fait. Donc, c'est ça qui me touche en fait. Et... C'est hyper marrant ce que tu dis donc, sur tes filles. Je crois que tu n'as pas d'enfant. Non, je n'ai pas d'enfant encore. Mais du coup, tu t'imagines montrer ces photos à tes filles? Oui. Pas forcément à tes fils. Mes enfants, ouais. Ouais, tes enfants. Mais c'est hyper important pour toi, l'image des filles et l'image que tu donnes aux femmes en faisant du surf de grosses vagues? Oui. Mais ça aussi, c'est hyper important pour moi. Les mouvements des femmes, c'est hyper fort dans le monde. À chaque fois que j'ai mis une grosse vague que j'ai pris à Nazaré, il y a la nouvelle génération des filles. En plus, au Brésil, je pense que je suis encore plus que nous au Brésil, mais qui m'envoient des messages et dit quand je serai grand, j'ai envie d'être avec toi, d'être comme toi, pardon. Et waouh, c'est pour moi je suis une inspiration quoi. pour les petites, et ça me touche beaucoup, aussi, ça me donne aussi de inspiration et de volonté d'être dans l'eau et de faire mon mieux, parce que si dans le futur on peut voir plein de filles en train de surfer Nazaré, de glisser Nazaré, waouh, c'est énorme, et d'être inspiration pour les petites, il faut que remercier quoi, c'est trop émotionnant pour moi. La culture au Brésil, tu dirais qu'elle favorise l'émancipation des femmes ou c'est encore un petit peu conservateur? Ouais, c'est encore conservateur. Encore, mais ça change beaucoup et je pense que bientôt ça va être un peu pareil, les niveaux femmes et des hommes. Qu'est-ce qu'ils disent ton frère et ton père à propos de ta carrière de surf, des risques que tu prends à Nazaré? Ils te disent mais t'es folle, ou est-ce qu'ils sont fiers peut-être? Oui, ils sont fiers, oui. Bon, mon père, je sais il a peur, quoi, bien sûr. Il a trop de peur, mais il sait ma carrière pendant toute ma vie. Il est à mon côté pendant toute ma vie. Si je suis une surfeuse aujourd'hui, c'est pour lui. Du coup, il sait qu'est-ce que je suis en train de faire. Mais par contre, ma mère... Qu'est-ce qu'elle dit, ta mère? La pauvre, elle a trop de peur. Elle a trop de peur. Aujourd'hui, ça va, elle a comprend que c'est vraiment mon travail, ma profession. Elle a respect, mais elle a trop de peur. Au début, elle a dit, ma fille, s'il te plaît,
s'il te plaît, reste ici, t'as pas besoin de ça, quoi. Qu'est-ce que tu veux? Et j'ai dit, maman, désolée, c'est plus fort que moi. Elle est surfeuse, ta maman aussi? Oui, des fois, elle surfe avec un Malibu aujourd'hui. Ouais, donc du coup, est-ce que tu sais si elle regarde les prévisions de houle à 10 jours? Non, elle regarde rien du tout, elle préfère pas savoir. Oui, oui. Elle suit mon Instagram, mes photos et tout. Aujourd'hui, elle est contente. Elle est vraiment contente pour moi, mais elle a trop peur. On arrive à la fin de ce podcast, Michel. C'était génial d'échanger avec toi. Pour terminer Mordu, je demande à mes invités qui ils aimeraient écouter dans un prochain épisode. Bon, j'aimerais beaucoup écouter Kelly Slater. Très bien. Alors, je t'avais dit quelqu'un dont tu as le numéro de téléphone. Donc, Pardon, désolée, je n'ai pas son numéro de téléphone. Bon, il faudra que j'essaie de le trouver. Pourquoi tu aimerais écouter Kelly Slater? Mais ouais, j'ai dit Kelly Slater parce que ça fait pas longtemps, ça fait quoi, un mois, je sais pas. Et il a parlé un peu par rapport à Nazareth. Il a beaucoup critiqué Nazareth. Et ici, on a trouvé ça vraiment curieux et en même temps, c'était pas vraiment cool à la façon qu'il a parlé. C'était suite à une vague de Carlos Burley, je sais pas comment tu dis toi. Carlos Burley, voilà, oui. Je crois, où il y a une vague où il est parti sur la droite un peu costaud et il y a effectivement certains Hawaïens qui disent ça c'est pas une vraie vague. Ouais, il y avait une relation comme ça. Après les vidéos, il était hyper marrant parce qu'il a dit on peut pas prendre des tubes à Nazareth. Il a vu Lucas Chumbo en train de prendre un tube des malades. Et après, il disait on peut pas faire des rouleurs, de manœuvres à Nazareth. Et après, vient un autre surfeur en train de faire une manœuvre spectaculaire. Du coup, il se contredisait un peu. Et c'était curieux, quoi, parce que même on a des filles, moi, Maya Garbera, Justine, on surfe Nazareth, quoi. Et c'est plus possible de trouver des tubes et des manœuvres. C'est clair, c'est une vague qui a que ici à Nazareth. C'est une vague spéciale, mais il ne faut pas critiquer. Après, il avait dit, à quelqu'un moment, il y a quelqu'un qui va décéder à Nazareth, mais jamais personne a décédé ici à Nazareth. Par contre, à Pipeline, à Chopo, beaucoup, oui. Du coup, c'est curieux. Je sais pas, en plus, j'ai envie de lui demander qu'est-ce qu'il pense par rapport aux filles qui sortent à Nazareth, quoi. C'est Kelly Slater, on a le respect, 11 fois champion mondial. C'est le meilleur jusqu'à aujourd'hui, mais je sais pas, ça c'était vraiment curieux, quoi. Eh bien écoute, je me fais pour mission de contacter Kelly Slater, de le faire venir et de lui demander des explications, Michel. Merci, voilà. Un grand merci pour ton temps, c'était super d'échanger avec toi. Merci, c'était super de ma part aussi. Je vous souhaite des succès. Du succès? Des succès. Merci beaucoup, Michel. Merci à vous. Salut, ciao. Ciao. J'espère que vous avez autant aimé que moi ce moment avec Michel. J'ai adoré sa personnalité, solaire, inspirante, mais aussi décidée et convaincue. Le mélange est détonnant et je lui souhaite d'atteindre tous ses rêves. Dans le prochain épisode de Mordu, nous partons à la rencontre de la nouvelle étoile du windsurf mondial, Antoine Martin. Antoine nous a reçus dans sa maison en Guadeloupe à 500 mètres du spot. Encore un champion avec une très forte personnalité. En attendant, merci de mettre 5 étoiles sur Apple Podcast, ça nous aide énormément. Si vous avez aimé cet épisode et envie de retourner à Nazareth, je vous invite à écouter l'épisode 2 avec Justine Dupont. À très vite sur Mordu.